All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was. Bonjour chers téléspectateurs, nous voici encore une énième fois devant vous, devant vos écrans pour notre émission naturelle. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec des maladies, nous sommes toujours dans la science et cette fois-ci, nous parlerons d'une autre maladie. Nous savons que la fois dernière, nous avons parlé du cancer du col, mais aujourd'hui, nous continuons toujours avec cette maladie qui terrasse les femmes et nous parlerons de cancer de sein. Et je crois que vous ne vous en doutez pas trop. Nous allons prendre la même dame qui nous a parlé la fois passée, c'est le docteur Joël Bajima, que nous tenons à saluer encore en ce moment. Shalom, docteur. Shalom, pasteur. Que Dieu vous bénisse d'avoir accepté de répondre encore une fois à notre invitation et de venir nous parler, cette fois-ci pas du cancer de col, mais plutôt du cancer de sein. Et nous avons gardé la même équipe, donc nous sommes encore avec Madame Sarah Bono, que nous saluons. Bonjour Madame Sarah. Bonjour Pasteur Thérèse. C'est un plaisir de vous voir parmi nous. Vraiment, moi de même, je suis vraiment honorée. D'accord, c'est comme on a dit, les chantres du Seigneur et elle est aussi secrétaire générale à la Parole Éternelle Radio-Télévision. Alors, c'est avec vous, docteur, que nous allons commencer cette émission, mais avant d'entrer dans le vif du sujet de cancer de sein, il y a un de nos auditeurs et téléspectateurs qui nous a envoyé une question. Lui, il a demandé, comme on a dit qu'il y a plus de 70% des femmes qui sont contaminées et par les rapports sexuels, comme vous avez dit, et sont contaminées par les hommes. Alors, la question du monsieur, c'était de savoir comment les hommes aussi vont savoir s'ils sont atteints de ces virus ou pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils sachent s'ils sont atteints de ces virus ou pas? Voilà la question. Merci Pasteur pour la question. Je pense que naturellement, ils doivent se faire dépister. Et les hommes, nous allons les aiguiller vers les urologues, qui sont eux qui sont mieux placés pour traiter de la pathologie de l'eau. Ok. Donc, je crois que notre bien-aimé qui nous a posé cette question, vous êtes satisfait qu'il faut seulement se dépister parce que on ne sait pas, les médecins là-bas, ils sauront ce qu'il faut faire, mais allez-y voir le médecin et dire, je veux savoir si je suis porteur du virus humain, c'est quoi c'est ça, papillomavirus. Et on va vous donner les résultats. Alors, comme c'est n'est pas vraiment ne pas traité pour les hommes, c'était la question qu'on voulait seulement répondre à notre téléspectateur. Aujourd'hui, donc, nous continuons avec notre thème, le sujet d'aujourd'hui, c'est le cancer de sein. Docteur, la fois passée, vous nous avez donné la définition du cancer. Peut-être déjà les éditeurs ont oublié. Si vous pouvez juste rappeler de grandes lignes ce que c'est le cancer, et puis nous allons passer au cancer de sein. Voilà. La fois passée, nous avons dit que normalement, dans le corps humain, les cellules se multiplient pour donner des cellules semblables à leurs cellules mères. Et ils se multiplient selon ils se multiplient d'une manière déterminée. Ils ont une durée de vie déterminée. Ils ont une fonction déterminée. Et lorsqu'il y a un processus cancéreux, donc on va voir les cellules vont se multiplier en désordre. Ils vont premièrement ne pas respecter la ressemblance avec leur géniteur. Alors, ils vont dépasser le temps qu'il faut pour ces cellules-là vivre. Et leur fonction
ils ne vont pas faire la première fonction que leur mère, leur saline faisait. Et puis ensuite de cela, les cellules normalement respectent leurs limites. Et ce sont les cellules qui ne vont pas respecter les limites. On peut les appeler les cellules rebelles, hein? Oui, absolument. Ce sont des cellules qui ne ressemblent pas à leurs parents, qui durent trop longtemps qu'il ne faut, qui exercent des fonctions qui ne leur reviennent pas d'exercer et qui envahissent les autres. Wow. Ah, je crois qu'on a compris que le cancer en général, c'est ça. Ce que le docteur vient d'expliquer, c'est le développement des cellules qui ne prennent pas la ressemblance de leur souche de cellules mères et qui ne font pas la même activité que leur mère et puis qui durent longtemps et qui font ce qu'ils ne devaient pas faire. Donc, c'est un désordre dans l'organisme avec ces cellules que j'appelle aujourd'hui rebelles. Et aujourd'hui, maintenant, docteur, nous allons voir le cancer du sein. L'autre fois, vous nous avez dit que le cancer du col était occasionné par human papillomavirus. Est-ce que le cancer du sein, c'est la même chose ou comment? Nous ne savons rien. Nous voulons vous entendre et que nous aider. Effectivement, la fois passée, on avait dit ça. Le cancer du col, le premier facteur qui vient intervenir, le premier agresseur, c'est le human papillomavirus qui vient agresser les cellules au niveau du col. Et ces cellules vont se modifier, évidemment. Et maintenant, le cancer du sein n'a pas un facteur comme le human papillomavirus qui vient intervenir. Il y a une multiplicité de facteurs. Donc, il y a plusieurs facteurs qui concourent à la survenue du cancer au niveau du sein. Et c'est comme nous avons dit, c'est un cancer qui est très répandu en Europe. Et voilà un peu, généralement nous disons qu'il y a deux catégories. Il y a les cancers qui ont tendance génétique. Il y a des cancers qui viennent... Il faut aider nos bien-aimés quand vous parlez génétique, c'est quoi? Évidemment, je vais revenir sur ça. D'accord. Donc, il y a des cancers qui viennent de manière sporadique. Génétique, généralement, surviennent avant l'âge de 50 ans, parce que quand c'est lié à l'environnement, à l'hygiène de vie et consorts, ça survient au-delà de l'âge de 50 ans. Donc, chez les personnes qui ont une tendance héréditaire du cancer du sein, ce sont des cancers qui vont survenir avant l'âge de 50 ans. Et nous savons la fonction première de ça, c'est produire le lait. C'est comme nous avons dit, l'épithélium au niveau du col utérin, elle produit du lubrifiant. Au niveau du tube digestif, ils absorbent les nutriments. Au niveau du sein, ça produit du lait. Le cancer à ce niveau-là, il y a plusieurs facteurs qui concourent à ce que la survenue dans une il y a plusieurs facteurs qui concourent à la survenue du cancer. Nous avons d'abord dit par rapport à la personne elle-même. À la personne elle-même, si une personne a déjà des antécédents de maladies du sein, c'est une personne qui peut facilement développer le cancer de sein. C'est une personne qui a eu ses règles très tôt. C'est une personne qui peut facilement développer le cancer du sein. Une personne qui a eu sa ménopause très tard, c'est une personne qui peut facilement développer le cancer du sein. Une personne qui a eu pendant longtemps des traitements hormonaux, comme le contraceptif. Il a eu ça pendant longtemps, c'est une personne qui peut développer le cancer de sein. Une personne qui suit, bien que ménopausée, il suit le traitement hormonal pour lutter contre le vieillissement et tout. C'est une personne qui peut facilement faire le cancer du sein. Une personne qui n'a pas eu qui n'a pas eu beaucoup d'enfants, qui n'a pas allaité. C'est une personne qui peut facilement faire le cancer du sein. Souvenez-vous la fois parce qu'on avait dit la multiparité, ça peut exposer. Mais ici, c'est une faveur. C'est une faveur qu'on est allaité plusieurs fois.
Et lorsqu'on a eu sa première grossesse en retard, c'est un facteur qui prédispose également. Lorsqu'on n'a pas fait téter son bébé, on a eu autant de bébés, mais on a refusé de faire téter le bébé. Des fois, c'est même pas pour des raisons médicales, mais c'est juste, voilà, sachant qu'on se prédispose au cancer de sang. Une personne qui prend encore le tabac revient. Une personne qui prend beaucoup de tabac, qui est tabagique, c'est une personne qui s'est fait prédisposer au cancer du sein. Une personne qui boit beaucoup d'alcool, c'est une personne qui s'est prédisposée au cancer de sein. Une personne qui est obèse, qui est grasse, c'est une personne qui se prédispose. C'est là où on va décourager l'habitude que nous avons à dire que je suis en bonne santé, j'ai beaucoup d'argent. Non. Une personne obèse, c'est une personne qui se prédispose. L'inactivité physique. Je suis là, tu ne peux pas travailler, comme j'ai beaucoup d'argent, je suis assise, tel fait ceci, tel fait cela, même faire le pied, je ne fais pas, même faire un peu d'exercice, même si je ne fais pas. L'inactivité prédispose au cancer du sein. Et lorsqu'on a déjà eu quelqu'un dans sa famille qui a fait un cancer de sein ou de l'ovaire, on est prédisposé. Ou de l'ovaire, pas de col. Non, de l'ovaire, on court le risque de développer des cancers. Mais le cancer d'ovaire est rare un peu, quand même. Donc c'est un peu tous ces facteurs-là. Comme on a dit, une prédisposition génétique, mais également notre mode de vie, notre hygiène de vie, les traitements que nous prenons, mode de vie, tout par là, je vois l'alimentation, tout, c'est qu'on trouve luxe alors qu'il n'y a rien de luxe. Ah, et je crois que docteur, quand vous parlez comme ça, il y a des choses qu'on essaie de comprendre qui est un peu élevé en Occident. Ici, les dames ne veulent pas allaiter, ne veulent pas mettre beaucoup au monde. Tout est facile, voilà, tout est vite fait et tout. Et chez nous, on doit couper un peu le pondou. Ça vous aide, les mamans ne fatiguons pas. Dépiler le pondou, c'est un exercice aussi et qui nous aide. Oh, je n'ai pas eu de transport, je fais le pied là, ça nous aide toujours. Donc, tout ça, et surtout les mamans africaines allaitant nos enfants. Hein? Et j'ai aimé cette question. Hein? Jusqu'à l'âge de 12 ans. Et c'est ce qui est sorti, c'est tout dernièrement ici, les 6 premiers mois, rien à l'enfant que le tété. Waouh. Donc ça fait disparaître le cancer. Ça contribue à éviter. Ah, ça contribue, hein? Parce que sinon, il remet directement comment ça fait ça. Ah, d'accord. Mais bon, là, c'est. Comme on parle de ça, quand même, parlons de cette histoire de faire téter jusqu'à 6 mois sans que l'enfant prenne. Mais il y a des moments qui n'ont pas beaucoup de lait. Et les enfants, surtout les garçons, ils vous mangent. Comment la dame doit faire? Bon, il faut savoir une chose, et que, comme on aime bien le dire, que dans la vie d'un homme, il n'y a pas une période où la personne a la nourriture à la quantité qu'il faut, à la qualité qu'il faut, à l'heure qu'il faut, à la température qu'il faut, que c'est pendant qu'on est en train de prendre le lait maternel. C'est vraiment magnifique. Ça veut dire, lorsque je veux que mon enfant, lorsque je vois que mon enfant teste beaucoup, je dois les mettre régulièrement comme ça, et pendant une période minimum de 20 à 25 minutes. Je ne dois pas mettre mon enfant, dès que je l'ai comme ça, je change de ça, je mets à gauche, je mets à droite. Non, mon enfant n'en profite pas. Parce que lorsque on commence à faire téter l'enfant, c'est d'abord pour étancher la soif de l'enfant. Donc, c'est d'abord le kids. Et puis ensuite, il y aura maintenant des protéines. Ensuite, il y aura maintenant ce qui est gras pour donner la satiété à l'enfant. Donc, quand je commence avec le sang gauche, je donne d'abord. Et c'est prochainement que je vais changer. Et ce n'est pas, il ne faut pas calculer l'heure à l'enfant. Je vais lui donner après 2 heures. Non, c'est à la demande. Wow. Et au fur et à mesure qu'on donne, de plus encore ça va produire. Moins on donne, moins il y aura la production. Ok. Donc il faut vraiment faire attention sur ça. Lorsqu'une maman vient dire ça, il faut toujours poser des questions. Vous avez vos
vous donnez combien de fois des tétés à votre enfant? Et pendant combien de temps? Le fait de sucer crée encore que ça vienne. Ok. Ça stimule la production. C'est là on dit il y a une période où c'est la meilleure période en fait. Où le bon Dieu, il est merveilleux. Pour les enfants. Oui, pour les mères. Parce que les mères, on est souvent sur les on sera quand même clair. Aujourd'hui, on est civilisé, on voit ça. Ah oui, elle est directrice de direction. Elle est secrétaire de direction. Donc, elle doit travailler. Et elle a son bébé. C'est au bureau de pas allaiter longtemps, ça demande comment. On a l'heure d'allaitement parce qu'en fait, on a d'abord les 3 mois où on reste avec l'enfant. Nous fermons, on doit donner ses lois. Et puis également l'heure d'allaitement. Toutes les entreprises qui se respectent, il y a une heure où maman, les femmes allaitantes commencent. Et puis ils ont une pause un peu plus longue que toutes les autres femmes. Donc c'est prévu déjà. Oui. Et on s'amuse. Et on fait quoi? On amène le bébé ou comment? Non, ça veut dire la maman, à ce moment-là, peut se détacher à elle. Ah, madame Joël, je crois que c'est compliqué. Mettons à Kinshasa avec des embouteillages. On vous a donné des œufs. Alors, il y a aussi autre chose. Voilà. Le lait maternel, c'est merveilleux. Parce qu'on peut conserver ça. Là, c'est peut-être ça. On peut tirer et puis conserver, donner à son. Il y a un appareil, non? Oui, il est tiré. Merci beaucoup, je crois que c'est vraiment bien. Madame, elle a encore des bébés, elle a eu son bébé il n'y a pas très longtemps. Oui, mais ça va. Ça, on ne sait pas. Hein. C'est pas discuté ici. C'est pas sur le plateau qu'on va parler de finir. Bien sûr que non. Est-ce qu'on dit que vous avez encore un petit, donc vous avez vécu cette expérience il n'y a pas très longtemps. Et j'aimerais vous écouter un peu là-dessus. Ah, c'est ce que je disais, je ne fais que vous écouter parce qu'en fait, moi j'ai eu un petit problème. Oui, parce que, et moi je crois que c'est héréditaire. Parce que moi j'ai eu du mal à allaiter. Pas de manière volontaire, mais je n'ai pas produit de lait. Pas du tout. Tous les 3 enfants? Oui, tous les 3 enfants. Wow. Bon, le premier quand même, la première, c'est allé jusque vers 4 mois et demi, et puis elle-même, elle a compris que c'était pas la vie. C'est quoi une laisse tomber, il n'y a rien. Trouve-moi d'autres solutions parce que là, tu me fais souffrir. Le deuxième, c'est mon garçon. Alors, le garçon, lui, vraiment, c'était au début. Il a vu, bon, Dieu me fait toujours grâce, moi, le meconium. Le tout premier lait, là, liquide, lui, il sort en abondance. Ok. Mais dès que celui-là est fini, oui, le colostrum, je crois que c'est le mot, je ne veux pas bien utiliser le mot. Donc, c'est ce premier-là qui sort, et puis c'est celui-là que le bébé prend. Mais dès que ça c'est fini, une goutte de lait, 2 gouttes de lait, c'est fort. Prends les jus, prends les. J'ai fait tout ça, les pondous, tout ça, je suis là, 25 heures du temps, il n'y a rien. Bon, ça c'est, je suis un cas exceptionnel. Et ma mère aussi c'était pareil, nous n'avons pas tété, pas parce qu'elle le voulait, mais la nature a voulu ainsi pour elle. Ok, mais bon, comme ce soit le fils de le premier là, c'est déjà bon. Colostrum? Oui. Colostrum. Voilà, on a retenu. Colostrum bien. La médecine de ces termes. Ah non, là c'est spécial. Donc c'est très bien. Ça, je le trouve un peu naturel. La semaine passée, on a tué. Et on était là et regardez là. Je pense qu'on se retrouve et dit oui, t'étais moi. Ok, on est là-dedans. C'est très bien. Donc, c'est parmi les dispositions qui font qu'on ne puisse pas attraper. C'est parmi. Donc, c'est pas ça. Si tu fais ça, tu n'auras pas. C'est parmi. Alors, on a un problème. Déjà, nous avons entendu Mme Sarah nous dire de son cas qui est spécial et spécifique. Maintenant, il y a des femmes qui, c'est pas elles qui ne veulent pas accoucher, mais elles sont femmes, mais n'ont pas d'enfants. Comment faire? Avec le sein, le thé et tout ça. Si c'est l'homme, hein? Si c'est le besoin, si une femme est mariée et qu'elle n'a pas d'enfant, la première des choses, comme j'avais dit la semaine passée, ce n'est pas sa faute.
Parce qu'en fait, lorsque même on est affolé, les stress déséquilibrent. Alors, je disais que lorsque une femme a un besoin de maternité et qu'elle est démariée, la première des choses, comme l'avons dit la semaine passée, c'est de ne pas s'affoler. Parce qu'en fait, lorsqu'on est affolé, lorsqu'on est agité, et ça peut entraîner des déséquilibres hormonaux et puis on ne risque jamais d'avoir la grossesse qu'on cherche. C'est d'abord être apaisé. Et tout comme un enfant de Dieu, il faut recommander d'abord de rentrer au pied de Jésus, comme le dit si bien notre pasteur Thérèse. C'est de rentrer au pied de Jésus, on essaie de voir, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas, on prie et on aura certainement des orientations. Parce que ce n'est pas tout problème de conception qu'on va aller absolument, on va faire des examens, beaucoup d'exercices. Non. Parfois, le Seigneur peut vous dire pardonner. Et vous avez la solution. Donc, c'est vraiment, commençons toujours au pied de Jésus. Il va nous orienter par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il convient de faire. Alors, si le Seigneur vous est convaincu que vous devez aller c'est un problème médical, vous allez voir le médecin, vous allez voir les gynécologues, et grâce à aller toujours en couple, parce que le problème n'est pas forcément la femme. C'est ça. Il faut toujours aller en couple, on fait un examen, on aura des TP, et si le problème est bien prendre en charge par la grâce de Dieu, comme nous se sommes dit, nous avons le devoir de soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Amen, amen. Ça, c'est très profond. Parfois, et quand on est troublé, moi j'ai aimé surtout ça. Une fois, je crois, quand vous êtes médecin, vous pouvez nous aider même à bien comprendre, parce qu'on a des fausses stériles. Ce sont des femmes agitées. Personnellement, je fais 2 ans et demi sans concevoir, et ça commençait déjà à me troubler. Je croyais que je suis déjà dans le cas des stériles. Donc, je suis stérile, ça commence comme ça. Je vais aller, je ne sais pas combien d'années. Je me troublais, je lisais, je demandais, je voyais. Et tout ça. Et c'est là qu'on m'a parlé un peu d'hypophyse. C'est pour en dessous du cerveau. Est-ce que ça fait? Aujourd'hui, comme nous avons quelqu'un qui est spécialiste en médecine, qui peut nous expliquer un peu dans le stress, qui fait que la femme n'arrive pas à concevoir avec le soin de hypophyse, je crois que c'est ça le nom, qui est en dessous du cerveau, qui, alors que vous êtes stressé, ça bouleverse encore tout et vous allez faire des mois et comme ça même les années passent. Donc il faut garder son calme. Docteur, si vous pouvez nous aider. Oui, c'est un peu comme j'avais dit que c'est un système, on dit même il y a tout ce qui est moteur. C'est au niveau de notre cerveau. Alors, l'hypophyse, c'est tout ce qui est hormonal. Quand il y a un problème, souvent, tout doit être en équilibre. Lorsqu'il y a un qui est de trop, on va annihiler l'autre. Donc, aujourd'hui, on ne va pas vraiment entrer en profondeur, mais c'est nous dire que lorsque nous avons des stress, il y a une hormone qui est sécrétée. Et cette hormone-là va peser comme sur une balance en défaveur d'autres hormones. Et finalement, c'est que nous cherchons, nous ne risquons jamais d'avoir cela. Donc il est toujours important vraiment d'être calme, quel que soit le problème, quel que soit le désir de maternité, de se calmer et de revenir vers son créateur. C'est lui qui a créé la femme, qui a créé l'utérus, c'est pour porter de rappeler cela. Il est fidèle. Amen, amen. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons un bonus alors que nous parlons du cancer du sein. On est entré vraiment dans la maternité. On est toujours dans le même cadre. Pourquoi? Parce que le docteur a touché le problème d'analité et qui nous a amené comment allaiter et tout ça, mais on s'est rendu compte qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à allaiter, pas par leur volonté, mais parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des enfants, soit parce que leur organisme ne permet pas qu'elles puissent allaiter. Donc, c'est ce qui nous a mis à entrer dans si était peut-être dans la parenthèse de stérilité et tout ça. Peut-être par la grâce de Dieu, nous aurons vraiment une notion sur ça, mais aujourd'hui nous sommes dans le conseil de décès. Alors, docteur, comment on peut détecter qu'on a le cancer du sein? Dans le temps, il y avait l'autopalpation qui était en vogue, comme on disait, autopalpation. On a remarqué que lorsque
nous pouvons déjà détecter le nombril dans notre sein laboratoire. Les choses ont changé et l'Organisation mondiale de la santé propose ceci. Lorsqu'on a un problème d'hérédité, on a des cas de cancer de sein dans la famille, l'utérus, l'ovaire, à l'âge de 30 ans déjà, avec les oncogénéticiens. Donc les gens qui s'occupent de l'oncologie, qui relèvent de notre patrimoine génétique, avec eux, il faut déjà se mettre à l'âge de 30 ans déjà, il faut se mettre en contact avec eux. Ils peuvent faire un screening dans votre famille, voir qui a-t-elle le même problème que vous. Faire une étude d'ADN, on peut déjà savoir que ce sont des personnes prédisposées à faire le cancer du sein. À ce moment-là, soit on fait une mastectomie, c'est quoi? On en a déjà plus de ça. Parce qu'on là, si vous avez des enfants. Bon, même si vous n'avez pas d'enfants, parce que comme maman Sarah n'a pas allaité, ce n'est pas pour autant d'enfants. Alors, si on a des enfants et qu'on veut aider dans les groupes là, et on est encore jeune, 30 ans, on peut encore avoir des enfants, et on commence à pratiquer tout ce que vous avez dit, ça peut disparaître. En fait, ce n'est pas que ça va disparaître, non. Nous sommes en train de surveiller. Ça veut dire, dès qu'on a une prédisposition génétique comme ça, héréditaire comme ça, de 30 ans, on commence à faire des examens tous les 2-3 ans. On fait cet examen-là. Après, le premier examen à faire, c'est une mammographie. C'est comme une radiographie de mamelle. Alors, c'est un peu comme ça. Et la période qu'il faut faire, c'est après le règle. Après le règle, les enfants sont moins denses. On peut faire une mammographie. Et lorsqu'on a essayé de grader, on va grader les résultats qu'on va voir sur la mammographie. À partir de ça, si c'est suspicieux, on va maintenant ajouter une échographie. Une échographie qui va nous renseigner qu'est-ce qui est exactement. Et si l'échographie nous dit que ce que je suis en train de voir est suspect, on va continuer maintenant les examens et nous allons faire une biopsie. Une biopsie qui peut être éco-guidée et pour aller justement prendre un peu ces modules-là, amener ça à la napate, voir c'est quoi exactement la nature des cellules qu'il y a dans ces modules. Extrapoler, on peut même faire l'IRM. C'est ça un peu, chaque fois on va faire chez une personne qui a une prédisposition à partir de l'âge de 30 ans. Mais une personne qui n'a aucun antécédent dans sa famille, n'a aucun problème dans sa famille, c'est à partir de l'âge de 50 ans qu'on va commencer à faire cet examen-là. Malheureusement, chez nous, ici, ce sont des examens qui sont coûteux. C'est ça. Et c'est dans les pays développés où ils ont une couverture sanitaire qui leur permet de faire cet examen-là et ne pas ressentir le poids de ces examens. Très bien, Maman Sarah. Vous avez suivi? Oui, en tout cas, j'ai suivi. C'est purement médical, je consomme. En tout cas, je représente toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs. Je prends et c'est une information. Très bien. Mais cliniquement, il y a des signes cliniques, comme on l'a vu avec le cancer du col, il y a des signes cliniques sur le sein qui peut nous dire qu'ici, probablement, il y a un problème. Il y a quand même une question qui me venait, je ne sais pas si ça ne sera pas approprié, mais on dit que quand les femmes mariées, les femmes qui sont déjà au mariage, les hommes peuvent les aider à éviter de cancer du sein. C'est un truc qui est vraiment populaire, qui est même sur les réseaux sociaux. J'aimerais que vous puissiez nous aider. Est-ce que c'est vrai? Ou peut-être que, bon, il faudrait que vraiment ce soit un spécialiste qui est spécialisé dans le domaine du sein qui peut donner la est-ce que c'est vrai cette information que nous avons dans les réseaux sociaux? Si papa le fait à la place de bébé, ça peut être une prévention au cancer. Tout ça. Je recoupe à la parole parce que là, la technique doit me faire prendre une petite pause et le docteur Joël
va commencer la seconde partie avec cette question vraiment que tout le monde voit. Est-ce que le papa peut t'aider pour que la femme évite de faire le cancer du sein? Donc nous mettons seulement une petite pause, on va pas arrêter, ce n'est qu'une petite pause et le docteur va partir de ce point-là pour que nous continuions notre émission. Amazing grace, how sweet the sound, how sweet the sound. Shalom encore une fois, chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission naturelle et nous poursuivons notre thème d'aujourd'hui, au sujet d'aujourd'hui. Nous parlons du cancer de sein avec le docteur Joël accompagné de Madame Sarah. Avant que nous allons à la pause, il y a une question qui a été donnée au docteur Joël. J'aimerais que Madame Sarah répète la question, comme ça le docteur va répondre. Ok, c'était juste pour savoir l'information que nous avons sur les réseaux sociaux, comme quoi papa peut être à la place du bébé pour prévenir le cancer du sein. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce que ça circule sérieusement. Et on croit que c'est vrai aujourd'hui, c'est une information avérée. Vous pouvez nous confirmer cela? Merci. J'aimerais dire quelque chose en médecine, nous disons il n'est jamais ni de toujours. Okay. Donc on ne peut pas dire du coup comme ça, c'est faux. Tout comme on ne peut pas dire c'est vrai pour toujours. Alors, chaque fois qu'il y a des évidences comme ça, les gens certainement, mais il faut que quelqu'un se mette là-dessus, fasse une étude clinique, va récolter les gens et les cas, et puis va voir que c'est vraiment ça. Et si après cette étude, autant d'études faites dans des milieux différents, il s'avérait que c'est ça, oui, nous allons nous activer, nous allons accepter. Il n'y a pas d'études. Pour l'instant, ça reste une rumeur. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas lu un article dans les revues. Un article officiel. Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, nous retournons toujours dans notre sujet, cancer de sein, c'est là où nous sommes. Nous voulons savoir quels sont les... sur le plan clinique, est-ce qu'on peut détecter facilement et quels sont les signes? Comment ils peuvent détecter cela sur le plan clinique? Oui, c'est possible, mais généralement, quand il y a déjà des signes, ça veut dire... c'est déjà avancé. Okay. On va voir l'aspect sur le sein de peau d'orange. Ok. Oui. Donc, on voit vraiment comme la peau d'orange se présente. Et la peau au niveau de ça. Je crois qu'on a des oranges ici, on va nous donner une. Voilà, c'est vraiment comme ça. Et au niveau du mamelon, là où le bébé tête, il y a une rétraction. Donc c'est un trait. Comme ça, voilà, c'est un trait. Et on peut aussi avoir au niveau de ces mêmes mamelons-là comme des eczémas. Comment ça? Comme des eczémas. C'est quoi eczéma? C'est un peu une pathologie, comment on peut dire, des ulcérations. C'est comme si, on peut dire, comme des lotos en Uganda. Okay. On a une orange. Alors, donnez au docteur, il va nous montrer. Je vais prendre ma peau normalement comme ça, vous ne voyez pas comment... les pores. D'accord. Mais à ce moment-là, vous allez voir à cause des problèmes de circulation lymphatique qu'il y a, on va voir exactement cet aspect-là au niveau de la peau d'une personne. La peau s'épaissit et on voit comment les pores entrent. Et voilà, c'est ça l'aspect de peau. Et puis je crois avec votre orange, ce que vous expliquez pour la deuxième fois, au lieu que le tétine sort, ça entre. Vous avez l'orange. Voilà. L'action de mamelon, les mamelons sortent, les mamelons sont rétractés. Okay. Et parce qu'au niveau de ces mêmes mamelons, on peut avoir des ulcérations, comme des petites plaies qui n'en finissent jamais. Et ce sont des choses qui doivent déjà nous mettre la puce à l'oreille. Et où on peut avoir des sécrétions, comme un peu de liquide avec un peu de sang, au niveau de mamelon. On peut aussi avoir des ganglions au niveau des aisselles. Oui, ce sont des signes comme ça qui malheureusement, lorsqu'on a ces signes-là, c'est déjà avancé. Même si on enlevait, ça ne fera rien. Ça dépend de là où les métastases sont déjà. Oh là là. Ok. Donc, merci maman. C'est très bon, c'est très beau. Ok, on peut le déposer même là-bas. Ok, alors donc c'est comme on était en train de dire, voici quelques signes que lorsqu'on a, qu'on ne soit pas seulement
en train de dire que non, c'est passager, non. Préoccupons-nous. Par contre, j'ai vu dernièrement beaucoup de jeunes dames, de jeunes filles dire que j'ai mal. Mes seins me font mal, j'ai comme un peu de la chaleur, j'ai comme un peu de ceci. Des fois, nous, médecins, on leur dit que c'est un problème hormonal, ce qui n'est pas faux. Ça peut être un problème hormonal. Mais faisons toujours attention qu'il n'y ait pas un processus malin là-bas. L'intérêt de faire des examens, même quand on sent que, quand on est déjà dans cette fourchette-là, on a besoin des antécédents, alors il faut vraiment faire des examens pour les dépistages. L'examen coûte cher, comme vous avez dit. Évidemment. À peu près combien? Je n'ai pas vraiment souvenir. Je sais que dernièrement, quelqu'un, une maison a fait une campagne. Il avait mis, je crois, 70 $ pour la mammographie. Je vois que la santé vaut le coup, 70 $. Et peut-être, médecin, docteur, vous pouvez stimuler les gens quand ils viennent, j'ai mal, même si c'est des problèmes hormonaux, les renvoyer carrément faire ça. Parce que de nous-mêmes, on est en bonne santé, on ne fera pas ça. Donc, je crois, à notre niveau, nous essayons d'en parler dans des communautés, dans des assemblées, réveiller un peu les femmes s'il faut le faire. Mais je crois qu'à votre niveau aussi, dès qu'il y a un peu de petites plaintes, même si ce n'est pas ça, vous savez que ce n'est pas ça, c'est mettre la personne, que soit, quand on vient vous voir là, c'est comme si c'est Jésus. C'est le docteur va dire, c'est ça. C'est nous l'intérêt qu'on a toujours dans notre milieu de faire, c'est qu'on appelle une formation continue. Chaque fois, c'est notre niveau. C'est vraiment important parce que ce n'est pas tout qu'on a appris à la fac. Au fur et à mesure, les choses changent. Dans la médecine, il n'y a jamais ni toujours. Donc, les choses changent. Il faut faire avec ça. Il faut se recycler. D'accord. Alors, docteur, c'est ce qu'on dit. Il faut peut-être aider les gens qui viennent vers vous. Faites ça, ce n'est pas que vous avez le cancer. Parce que maintenant, les oreilles, on connaît seulement le cancer. La façon dont les cellules se multiplient, nous les profanes, on ne connaît pas. Donc, dès qu'on a mal, c'est le cancer. Il faut pas t'alarmer, mais fais quand même l'examen. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut dire, commence à faire régulièrement, après 3 ans, là, je crois que ça peut passer. Alors, comment remédier à ça? Remédier à cela, ça dépend du stade, là où ça se trouve. Comme on a fait, on a dit, s'il y a déjà des méta, ça devient un peu compliqué à gérer. Donc, généralement, ça dépend, comme on avait dit, que la prise en charge des cancers, ça se fait toujours en pluridiscipline. Donc, il y a les hématologues qui sont là, plusieurs médecins, il y a les anatomopathologistes qui sont là, il y a les chirurgiens qui sont là, il y a autant de personnes qui sont mis ensemble pour choisir comment faire. Alors, c'est là où on peut choisir de commencer d'abord une chimiothérapie. Lorsque les diagnostics est posé, on commence d'abord une chimiothérapie pour essayer de diminuer la masse, reconstruire la masse, comme ça la chirurgie, ce sera facile. Après la chirurgie, on peut choisir faire une chimiothérapie. Je vais parler de hormonothérapie, une chimiothérapie. On fait déjà une chimiothérapie, ça peut aller jusqu'aux métals qui sont éloignés. On peut aussi compléter cela avec une radiothérapie. Donc, on va bombarder les cellules malades partout. On va envoyer les rayons X pour bombarder les cellules malades. C'est ce qu'on fait. Et lorsque c'est comme ça, on a détecté à temps, il y a moyen de guérir. Mais sinon, on va faire un traitement palliatif, un traitement d'accompagnement pour essayer de mettre le malade dans un confort, pour l'accompagner. Comme ça. Oh là là. Alors, Maman Sarah, un mot de la fin parce que nous sommes en train de chuter. Je pense que revenir que guérir, c'est une chose à faire. La moindre des choses, c'est aussi longtemps que Dieu nous en donne des moyens. Il faut vraiment faire ces dépistages pour des raisons de routine. Pour des raisons de routine, en tout cas, je vous encourage tous à faire ce dépistage. Je crois que tout le monde s'en portera bien. On peut savoir qu'en est-il de notre état. Au lieu d'attendre qu'il y ait cette peau d'orange, c'est déjà trop tard. Et puis voilà, on commence à attendre que la fin. C'est vraiment très triste. On peut commencer maintenant à prévenir la chose pour qu'elle n'arrive pas. D'accord. Et docteur Joël? Oui, je voudrais parler aux femmes, aux jeunes filles. Comme dans le cancer comme on avait expliqué ici dans le cancer du sein, il faut prendre conscience
de ce qu'il en est, que si c'est détecté à temps, on peut prendre ça en charge, et surtout d'avoir une bonne hygiène de vie, et essayer d'éviter ce qui est évitable, comme je l'ai dit, et à nous médecins, nous sensibilisons, c'est pas partout où on a des spécialistes en matière de tel et tel. Il est important pour nous de faire toujours une formation continue, de se former, de s'auto-former, pour pouvoir venir au secours de nos semblables partout où nous serons. On aura, dès que quelqu'un viendra qui a un problème, on aura quand même le minimum de bagages qu'il faut pour aider la personne, pour orienter la personne. Voilà, un peu tout en sachant que nous, on a le devoir de soigner, et c'est Dieu qui guérit, et c'est remettre entre nous. En tout cas, un grand merci pour Maman Joël et Maman Sarah. Nous allons terminer par ce mot qui est écrit dans le livre de Luc, chapitre 9 et le verset 1er, qui dit ceci: Jésus, ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Alors, nous devons savoir que c'est vrai, tout ça nous avons entendu, c'est la science, c'est très bien. Si nous avons fait venir un médecin qui nous a parlé en long et en large sur les cancers, c'est parce que c'est une réalité et la science peut intervenir. Mais au-delà de tout ça, vous avez entendu le mot de la fin du docteur. Le docteur a dit, elles ne font que soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Alors c'est Dieu-là qui guérit, nous a vraiment aimés, il nous a donné son Fils Jésus-Christ, qui est venu lui-même, il a fait déjà des miracles, il a guéri même cette femme-là qui saignait pendant 12 ans, il a redressé le dos de cette femme courbée, il a guéri l'enfant de cette femme qui est venue cananéenne pleurer à ses pieds. Donc Jésus a guéri, mais il ne s'est pas limité seulement à lui. Luc 9, 1 nous dit ceci, qu'il a donné le pouvoir à ses disciples pour qu'ils puissent chasser les démons et qu'ils puissent aussi guérir les maladies, au pluriel, parce que c'est toutes sortes de maladies. Alors que vous nous suivez aujourd'hui, bien-aimés, nous ne voulons pas que vous soyez stressés, comme le docteur Joël le disait. Gardons notre calme, nous avons un Dieu qui est au contrôle de tout. Vous n'avez pas de moyens, nous allons crier vers Dieu. Dieu est capable de vous guérir. Vous avez un peu de moyens, soyez souple et allez vous faire examiner. Et on peut prévenir bien avant. Vous avez entendu que s'il y a des prédispositions d'avoir le cancer de sein et que vous avez suffisamment d'enfants, on peut carrément enlever le sein, c'est pas grave. Mieux vaut vivre longtemps sans sein que vivre avec ces 2 seins malades et mourir avant l'âge. Donc, nous sommes vraiment à la fin de cette émission et nous tenons encore à remercier la technique, Papa Yann et Papa Ray, qui nous ont aidés pour réaliser cette émission. Et un grand merci au docteur Joël qui a disponibilisé de son temps depuis la semaine passée. Cette semaine, en nous parlant du cancer, nous avons vu le cancer du col et le cancer de sein. Et nous allons continuer, c'est une propagande. Si vous avez des questions et tout ça, nous, on n'est pas en mesure de vous répondre, mais appelez à ce même numéro qui circule. Nous allons remettre cette question au docteur et il saura quoi vous dire. Merci aussi à Maman Sarah qui nous a accompagnés pendant ce moment et qui nous a donné de son témoignage. En tout cas, nous vous aimons beaucoup et nous croyons que nous serons toujours ensemble prochainement et aux mêmes heures. Que Dieu vous bénisse. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved